Bonjour à tous et bienvenue au premier chapitre d'une thématique très vaste, très délicate concernant les relations, guérir les relations. Donc nous sommes aujourd'hui au premier chapitre concernant la thématique de la responsabilité dans notre relation, dans nos relations à nous-mêmes et aux autres. J'ai pris quelques notes sur lesquelles je vais exposer un petit peu ma pensée et je vous invite à y réfléchir et à faire des connexions avec vos relations présentes, passées ou futures, afin que cela puisse, je ne sais pas, susciter en vous une réflexion, un ressenti, et peut-être vous donner des réponses. Il faut savoir que la guérison de relations, c'est vraiment un parcours initiatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous encarnons dans cette réalité holographique, et nous venons passer nos études. Nous venons passer nos études en nous incarnant ici sur Terre, de notre plein gré. On fait la queue pour descendre, hein, tous en joie, pour pouvoir passer ce que j'appelle le master en humanité, ou l'académie archangélique, si on veut. On est tous des anges et des archanges. Et à laquelle on peut participer à condition qu'on s'aligne avec les vibrations de la Terre. Il faut savoir que nous-mêmes et la Terre, on fait tous un. On n'est pas séparés de la Terre. On est fait des mêmes éléments et on fait un seul corps. On est un seul corps, un seul organisme. Okay? Donc nous venons nous-mêmes pour participer à une œuvre collective avec toutes les autres âmes incarnées sur la Terre, ensemble, avec notre support, notre accueil terrestre. Et il faut savoir que pour faire cela dans le temps, on passait des initiations très complexes. Mais on n'en a plus besoin aujourd'hui. Dans le temps, on se renfermait dans des grottes, on passait des initiations dans les pyramides, on passait des initiations dans les temples, des initiations qui étaient destinées uniquement à très peu d'élus. Maintenant, les initiations se passent dans notre quotidien. Les vraies initiations se passent au compte-gouttes dans nos relations au quotidien, avec le monde, avec les autres, à commencer par notre famille, nos parents, nos époux, nos amoureux, nos amis, nos relations professionnelles, nos enfants. Et on vient ici, génération après génération, pour me déconditionner de ce qui me retient dans des vieux schémas, afin que je puisse transformer le conditionnement de la Terre, donc, et m'élever avec elle à une autre octave vibratoire. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Enfin, ça fait plusieurs années, mais là, c'est urgent. En gros, je suis ici pour me débarrasser, guérir de ce que je ressens à propos de ce que les autres traversent, ainsi que mes croyances à leur égard. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres empathiques, et nous comprenons le monde à travers nos sentiments et nos émotions. C'est-à-dire que quand nous sommes enfants, nous avons des ressentis, mais on ne comprend pas de quoi il s'agit. Nous avons des émotions, nous avons des ressentis. Pourquoi? Parce qu'on est des éponges, parce qu'on absorbe totalement les émotions et les ressentis de nos parents, sans en comprendre la raison. Mais du coup, je m'approprie de quelque chose qui ne m'appartient pas, et je ne fais que ressentir ce que les autres ressentent. Et je me construis sur cette base. Je crée un plan, comment dire, un substrat, une structure de mon identité basée sur des sensations, des émotions que les autres ressentent. Mes parents, c'est mes dieux. Quand je suis enfant, ce sont mon seul référent. Et c'est à eux que je m'accroche. Donc mes parents ont beau être aussi des parents magnifiques, ils arrivent eux-mêmes avec leur propre bagage, qu'ils ont vraiment glané à partir des deux lignées familiales, maternelle et paternelle, hein, ainsi de suite, comme une cascade d'informations qui se répètent de génération en génération. On devient des réceptacles d'informations qui ne nous appartiennent pas et on continue inconsciemment, plutôt inconsciemment, à les déverser sur les générations qui suivent. Du coup, mes ressentis, quand je suis enfant, ne font que devenir une sorte de répétition de leur propre conditionnement. Du coup, tout ce que mes parents, même les parents les plus adorables, ressentent dans leur inconscient, au-delà de leurs paroles, de leurs manifestations d'affection,
Ce qu'on récupère, ce qu'on glane, ce qu'on intègre, ce sont les vibrations énergétiques, l'information énergétique au-delà de mots, dans l'invisible. C'est parce que c'est sur cela qui se basent les vraies raisons des conflits relationnels ou pas, se basent sur ce que je ne vois pas. Non pas forcément sur les paroles, mais sur les intentions, sur les émotions, sur le ressenti de l'autre. On peut dire la même chose avec des ressentis complètement différents. Et l'impact sera complètement différent. Du coup, on devient des éponges. Et je construis à partir de là une sorte de puzzle, de morceaux d'ego, hein, parce qu'il s'agit d'un système nerveux enflammé. Et je crée pour moi un plan, une identité de ce que je crois que je suis, mais qui n'a rien à voir avec moi, au final. Mais je suis ici pour apprendre. Et la meilleure façon de le faire, pour apprendre qu'est-ce que c'est qu'être conditionné, c'est de me plonger complètement dans ce dit conditionnement. On ne peut pas connaître l'autre polarité si on ne plonge pas complètement, si on n'en fait pas l'expérience de son contraire. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de polarité, on est dans la dualité, mais pour comprendre la dualité, pour pouvoir la réunir, pour pouvoir la rendre neutre, il faut bien qu'on fasse l'expérience de deux pôles. Sans quoi, je ne peux pas les transcender, je ne peux pas les comprendre, je ne peux pas ressentir, je ne peux pas me souvenir, surtout. Donc, une fois que je suis conditionnée de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe ? Je ne développe pas forcément des relations claires, des relations transparentes, mais je crée une sorte d'enchevêtrement énergétique avec l'autre, dans n'importe quel type de relation. Ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, on signe un contrat invisible avec l'autre qui dit en quelque sorte, plongeons-nous dans les problématiques des uns et des autres afin de devenir nos béquilles respectives et ainsi de se sortir d'affaire, de nous donner un substrat de sécurité. Et finalement, on se rend compte qu'on attire en réalité notre version complémentaire, ce qu'on croit qui nous manque en nous. Sauf que la réalité est qu'au final, quand les relations se construisent sur ce type d'enchevêtrement relationnel, émotionnel, de bagage réciproque, du coup, on vire inévitablement au conflit. Parce que l'autre ne pourra jamais nous donner les réponses ou répondre à nos attentes par rapport à ce qu'on croit que l'autre est par rapport à nous, à l'histoire qu'on se fait de l'autre. Et il faut dire qu'à ce niveau-là de conscience, on n'est pas en mesure de rencontrer des individus, des êtres transparents, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes dans notre alignement intérieur, et parce qu'on ne fait que rencontrer des histoires, pas des individus. On va à la rencontre d'autres histoires, avec le filtre du bagage de ma propre histoire. Donc je ne peux que lire l'autre à travers la perception que j'ai de ma propre histoire personnelle. Donc on se trouve avec des histoires, la rencontre d'histoires, pas d'individus, pas d'êtres, d'entités, reliées à un plan de conscience supérieur, reliées à leur soi supérieur, mais à des histoires qui viennent chercher des béquilles pour combler les trous, les manques dans leurs propres histoires. Du coup, le but c'est de arriver à créer une relation vraiment honnête avec nous-mêmes, qui est la seule condition pour qu'on puisse ensuite attirer une relation saine avec une personne libre et avoir ensemble une relation transparente. Car quand je suis emmêlée avec l'autre, je suis dans une forme de besoin. Mais quand je suis dans l'intimité d'une vraie relation honnête, transparente et claire, là on est libre. Et à deux, on peut créer des miracles. Donc l'idée c'est de aller volontairement, une fois qu'on commence à comprendre les bugs qui se créent dans ce type de relation, c'est là où on commence à transcender l'information, à comprendre l'information et à avoir envie de la transformer. Et à comprendre, finalement, la grande vérité, c'est que jusqu'à ce qu'on ne se sente pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec l'autre. Et on ne peut pas prétendre que l'autre nous accueille et nous renvoie la joie de partager du temps ensemble, parce qu'au-delà de ce que je raconte de moi, le sentiment de mal-être transparaît énergétiquement à travers mes paroles et mes actions. Donc l'autre ne peut pas m'accueillir à bras ouverts,
malgré toute l'histoire que je me suis construite sur moi pour pouvoir être accueillie, reconnue et aimée. Parce que c'est ça qu'on est, des corps en souffrance qui crient silencieusement « aime-moi, regarde-moi ». Mais à partir d'où? À partir de mon histoire, ça ne fonctionne pas. Donc, tout d'abord, être en relation avec soi-même. Être en relation avec soi-même, ça veut dire avoir une forme de responsabilité envers soi. Responsabilité, ça veut dire avoir la réponse juste par rapport à mon propre besoin personnel tout le long de mon évolution de conscience. À chaque étape, je n'ai pas besoin des mêmes choses. Je n'ai pas besoin de la même présence parce que je ne peux pas avoir ce niveau de compréhension. À chaque étape, j'évolue mon niveau de compréhension de mes propres blocages, de mes propres fonctionnements, de mes propres habitudes. Il faut que je me rende compte que même l'amour de ma vie, tant que je suis emmêlée dans ces histoires, même ce que je crois être l'amour de ma vie ne pourra jamais me rendre heureux. Juste moi, je peux. Seulement moi, je peux. Du coup, là, je fais une petite note qui dit « Quand je reste dans mon champ d'énergie, je ne blâme plus les autres de ce que je ressens en leur présence. » Et je n'utilise plus ce que je ressens en présence des autres afin de créer une fausse identité de moi-même. Ça, c'est fondamental. Toujours, j'enlève les lunettes de mon histoire. Du coup, mon rôle dans mon expérience sur Terre, pour élever la Terre et le monde entier à une autre octave vibratoire, c'est chaque fois que je rencontre quelqu'un dans le mal-être, l'idée, le projet, la volonté, le but, c'est d'arriver à traiter l'autre mieux que la manière dont lui-même il se sent traité, dont lui-même il se traite. De sorte que je l'informe comment mieux se traiter, comment dissoudre ses bagages inconscients. C'est-à-dire, je crée un espace de présence où je suis à l'écoute de l'autre, où je le reconnais, où je lui montre, je lui fais sentir que je le vois. Donc, pour cela, il faut être vraiment dans la présence de soi, dans une forme de compassion profonde. Parce que la seule vraie justice en ce monde, c'est d'être capable de traiter les gens mieux de ce qu'ils me traitent. D'ailleurs, ça fait référence à traite les autres comme tu souhaites que... Fais aux autres ce que tu souhaites qu'on te fasse. Enfin, on revient à basique là. Le mieux je vais traiter l'autre, le mieux je vais me traiter moi-même. Et je ne pourrai que leur parler uniquement de la manière dont j'ai souhaité que d'autres personnes auraient pu me parler dans le passé, dans des conditions similaires. Parce que ma propre guérison se déclenche dans ma relation à l'autre, l'autre qui n'a aucune autre motivation inconsciente pour moi que de venir réveiller en moi mes propres blocages, afin que je puisse, avec l'autre, exprimer des paroles de soulagement dont au final je suis la seule à devoir écouter. Ces paroles me sont adressées au final. C'est-à-dire que les paroles qui m'ont manqué là où j'ai vécu les mêmes situations de souffrance ou de mal-être que l'autre me renvoie, ce sont les paroles que j'adresse à l'autre, mais au final la seule personne qui a besoin de les écouter, c'est moi. Parce que du coup avec ces paroles, je me guéris moi-même de mon propre programme. Ça paraît paradoxal, mais c'est fondamental, ça change tout. Et là, il y a un postulat qui est fondamental aussi, que je vais répéter 2 fois. Ça ne tient qu'à moi de réveiller les autres en dehors de l'histoire que je me fais d'eux-mêmes, tout en les laissant se cacher derrière leur histoire sans jugement. Comprendre que l'histoire de chacun est un parcours obligé, prévu bien à l'avance, bien avant leur incarnation, pour passer les examens du master en humanité. D'accord ? Chacun a une histoire dans des timings complètement différents et on ne peut pas rentrer dedans à quelqu'un dont l'histoire n'est pas encore complètement évoluée vers une prise de conscience, vers un questionnement plus profond. Je respecte l'histoire de l'autre, horrible soit-elle, parce que c'est la seule manière de permettre à l'autre d'arriver à ce point de compréhension et de transmutation par une prise de conscience jusqu'il aura terminé tout son cursus. C'est un cursus d'études, c'est son étude à lui ou à elle. Okay ? Donc je respecte l'histoire de l'autre, surtout je ne la juge pas, je l'observe. Elle n'a rien à voir avec la mienne, ou peut-être qu'elle ressemble de quelque manière, mais ce n'est pas la mienne. Okay ? Donc ça ne tient qu'à moi
de réveiller les autres en dehors de l'histoire que je me fais d'eux-mêmes. Comment je les réveille? En leur reproposant, comme je vous disais tout à l'heure, cet espace d'accueil et d'écoute, de non-jugement, de suspension totale du jugement sur ce que l'autre est en train de vivre, sur la valeur de son histoire. Je peux avoir une opinion, c'est-à-dire l'opinion, c'est pas le jugement. On est là pour avoir des opinions. Ok, l'histoire de cette personne ne vibre pas avec la mienne. Ce n'est pas une personne avec laquelle je vais m'accompagner tous les jours, parce qu'elle va pas me nourrir par rapport à ce que je recherche dans mon histoire, pour la dépasser, pour évoluer, pour la transmuter. Mais je la reconnais en tant que passage obligé de son parcours d'études par rapport à son choix de vie, de challenge, d'évolution. J'ai donc l'occasion de dire aux autres ce que personne ne m'a jamais dit pour me rendre heureux. Et ce que je leur dis me libère moi-même de mes blocages, de mon enchevêtrement avec mon histoire, car je les libère du leur, et parce qu'ils m'attendaient quelque part. L'univers fait bien les choses. Inconsciemment, ils m'attendaient afin que je m'adresse à eux de cette façon, même s'ils ne le savent pas. Car je suis le seul censé entendre mes paroles. On revient toujours à soi. L'autre n'est qu'un acteur que je mets en place pour moi-même. C'est ça la responsabilité. Et l'ego là-dedans ne sait même pas ce qui signifie la responsabilité dans le vrai sens du terme. Il sait juste nous inonder de raisons d'être responsable envers notre prochain, car il veut nous faire croire que je suis la cause de son bonheur ou de son malheur, et ainsi il me tient prisonnier dans la croyance en mon infériorité. C'est un bon deal. Et c'est ce que la plupart des personnes font inévitablement dans ce contexte. Je maintiens des basses vibrations afin de m'accorder à l'autre, afin d'être accepté par l'autre qui lui-même, il est dans une situation morose. Okay? Donc ça, c'est l'œuvre de l'ego, car l'ego n'est pas quelque chose qui sait où j'en suis et pourquoi. Il ne sait même pas où il en est lui-même. Ok? Il est dans un chaos. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes choix responsables se basent sur quoi? Quand je dis réponse juste, la responsabilité, ça veut dire être capable de donner une réponse juste à mon propre ressenti. Le mental, conduit par un ego, tant que je suis encore addict à une identité et à l'histoire que je me fais de moi-même, l'ego gère ma vie par ma pensée, par mon mental. Or, être responsable signifie tout autre chose. Signifie être capable de donner une réponse juste par rapport à mon ressenti dans le corps. Le corps, c'est votre temple, c'est celui qui connaît tout de notre vie, c'est celui qui a toutes les réponses à toutes nos questions. Et c'est celui qui nous demande d'être connecté, qui nous demande participation, qui a hâte de pouvoir nous conduire, et d'ailleurs qui nous conduit toujours, parce que du fait d'être des êtres empathiques, ces sensations du corps, quand on fait certains choix qui nous font sentir bien, sont inévitablement celles qui nous disent « vas-y ». Inévitablement, quand le mental s'en mêle, après une sensation, une intuition positive ou négative, il vient tout de suite négocier le choix et négocier en fait mon ressenti. C'est là où je me mets en doute, c'est là où le doute arrive. Tant que je suis dans mon histoire, je doute toujours. L'ego est là pour nous faire douter et pour prévoir toujours le pire. D'accord? Mais ce n'est que le corps qui nous donne la bonne sensation. Quand je me sens bien dans mon corps, quand je me sens bien dans mon plexus, quand j'ai le cœur qui vibre, quand je me sens passionnée par rapport à un choix relationnel, n'importe quel choix, c'est là où je dois aller. Ça dure très peu de temps, c'est très subtil. Avant que le mental et la conscience de l'ego viennent nous saboter. Parce que l'ego négocie tout le temps. Et lorsqu'on ne fait plus confiance à la voix dans ma tête, mes sensations de mon corps, on est sur le bon chemin. Car la vraie intuition ne vient pas nécessairement avec des mots. Et l'ego a toujours des bonnes raisons. C'est comme un argumentaire dans une transaction de vente. Ce n'est pas du tout notre intuition qui nous dit. Et quand il y a des bonnes raisons en jeu, il s'agit des choses les plus douteuses sur lesquelles avoir confiance. Parce que c'est lui qui nous renvoie ce forme de sabotage. Donc la raison, on croit que lorsque le oui mais, le doute arrive, que l'esprit de raison, c'est finalement notre coach intérieur. On va même le remercier. Oh, merci mes guides. Merci de m'avoir donné cette information. Lorsqu'en fait, on n'est pas du tout en train d'écouter la bonne source.
Et, et d'ailleurs, quand on fait des choix sur ces bases-là, sur les bases de l'ego, eh ben, on n'est pas du tout en train d'évoluer et d'écouter notre corps, on est en train de maintenir des vieux paradigmes, des habitudes qui nous mènent inévitablement sur la voie du conflit. Euh, donc la sensation ressentie dans mon corps lorsque je prends une décision, lorsque j'entame un projet, une relation, la sensation que je sens dans mon corps, pas ma pensée, ce que je ressens là-dedans, c'est l'énergie qui va me conduire tout le long de la relation. D'accord? Donc si vibratoirement je ne me sens pas à l'aise dans une situation avec une personne ou dans un contrat ou peu importe, et bien inévitablement cela va se propager tout le long de cette histoire et ben, ça ne nous rend pas service. Enfin, ça nous rend service parce que de toute façon il n'y a pas de mauvais choix. Ça veut dire que on reprend les examens de dernière année, on répète les études, on nous ramène à la case de départ parce qu'on n'a pas encore compris. Et cela, on peut le répéter une vie durant, ou même plusieurs vies durant. Donc en fait, au final, peu importe ce qui arrive dans ma relation avec l'autre, dans ma décision, ce qui l'importe, c'est comment je me sens. Et d'ailleurs, une fois que je prends une décision, si j'écoute davantage mon corps et mes sensations, je peux toujours revenir en arrière, sans me faire croire que je suis dans l'échec. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la pire des frustrations, c'est lorsqu'on prend une décision dont on a suivi les indications du coach intérieur, de l'ego surdimensionné qui nous fait plein de peur, mais qui nous raconte plein de balivernes. Une fois qu'on rentre là-dedans, tout en étant convaincu d'avoir écouté la voix de notre soi supérieur, la voix de notre divinité, et que finalement, cela ne donne pas grand-chose, on se trouve dans une situation d'échec, et là, c'est très facile, l'ego se lave les mains, on se trouve dans une situation où on est complètement frustré et on s'en veut parce qu'on croit, on se dit, on se raconte cette histoire encore plus farfelue. J'ai écouté mon soi supérieur, j'ai pas été assez bonne, j'ai pas été assez élevée en conscience pour pouvoir mener à terme ce projet, cette relation, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. L'ego, c'est très subtil. Il vient nous chercher à chaque coin, à chaque instant, à chaque petit obstacle. Et là, il est tout content parce qu'il a peur de mourir. On verra après comment il est nécessaire de l'intégrer. Il faut savoir que, avant de faire des choix, il y a des moments où on n'est pas capable de faire des choix. On n'est pas vraiment capable de se connecter à notre cœur, à nos sensations, à notre intuition. Donc on n'est pas capable de discerner parce qu'on n'est pas assez en relaxé, parce qu'on n'est pas assez connecté à nous-mêmes, on n'est pas capable de discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas bon pour nous. Du coup, ce qui est plus simple, ce que je vous invite à faire, c'est de détecter d'abord ce qui n'est vraiment pas bon pour vous. Par exclusion, restera ce qui est bien. Donc, à faire des choix d'abord basés sur, éventuellement, ce que j'en veux plus, ce qui me fait du mal, ce que je n'aime pas du tout, ce que mon corps rejette. Et là, par élimination, on arrive à réduire le champ et petit à petit à accéder à ce qui nous fait du bien. Car la vérité nous fait sentir toujours bien. La vérité ne fait jamais mal. Donc à chaque fois que je suis dans un état d'inconfort, c'est que le corps vient me dire, ma chérie, mon chéri, tu n'es pas dans ta vérité. Lorsque je suis dans un état de bien-être, d'excitation, de passion, là je suis dans ma vérité. Peu importe les conséquences. Et en même temps, quand je suis dans ma vérité, il faut faire très attention que quand on rencontre des personnes qui sont dans leurs propres histoires, dans leur vérité, surtout, je ne veux pas raconter aux autres ma vérité en leur expliquant que la mienne, c'est la meilleure. Et qu'ils devraient suivre ma propre vérité une fois que je l'ai comprise pour se sauver, pour se sortir d'affaire. Non, ouais, ça c'est l'ego encore une fois. Parce que l'ego, dans un contexte comme ça, parce on est très irrité par le comportement des autres. Donc on croit avoir la science infuse, on croit avoir compris des choses, donc on veut tout de suite les partager. Mais attention, danger. À moins qu'une personne ne vienne vous demander quelque chose, ou de l'aide, ou un soutien, ou un conseil, on n'est pas du tout là pour partager notre propre vérité. On est là pour l'incarner, éventuellement dans un silence, dans une présence, dans une observation neutre de l'histoire de l'autre.
lui manifester notre présence et créer pour l'autre un espace où il peut, lui, s'exprimer sans le juger. Là, il est vu. Et là, son cœur peut s'ouvrir. Donc, dans un contexte où on est encore dans les attirails de l'ego dit face à l'autre, je suis informé de ton expérience. Mais une âme plus éveillée, quand on nous s'ouvre à une forme de conscience, elle dit, je suis au courant de mon expérience. Que je n'ai pas besoin de partager avec l'autre parce que l'autre, il ne me l'a pas demandé. Quand j'ai besoin de partager mon expérience à l'autre dans un état de mal-être, là, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'ouverture. Tout comme il faut faire attention à ne pas... Enfin, on est très porté à blâmer l'autre pour son comportement envers nous. Or, le comportement de l'autre envers nous, en fonction de la manière dont on réagit par rapport à l'autre, émotionnellement parlant, vient nous raconter tout de nous-mêmes. Donc, je reviens toujours à moi. L'autre n'est qu'un catalyseur d'une découverte de mes propres programmes et de mes propres blocages. L'autre est toujours au service. La vie nous met sur le chemin des personnes, des rencontres, des situations qui sont toujours à notre service. On l'a écrit, le scénario. On a écrit ses potentiels par amour pour pouvoir les dénouer, les comprendre, les transcender en dehors du jugement envers l'autre et envers nous-mêmes. Donc on arrête de susciter des débats avec autrui. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Ça nous fait baisser en joie, donc en taux immunitaire, en bien-être, etc. Voilà. Donc, pour résumer, chaque histoire, que ce soit la mienne ou celle des autres, est absolument nécessaire à mon évolution pour m'amener à comprendre que je ne suis pas victime des circonstances, que je ne suis pas victime de l'autre, parce que mon histoire est la mienne, hein. C'est pas celle de l'autre. Donc je ne suis pas victime de l'histoire de l'autre, je suis éventuellement victime, bien que le mot victime, je la bannis du vocabulaire, de la croyance en ma propre histoire et de mon identification à ma propre histoire. Mais cette histoire est nécessaire pour arriver à ce constat. Ça, c'est paradoxal. C'est un chemin, c'est un examen. Ok ? Notre plus grand examen d'ailleurs dans cette vie, dans la vie de l'évolution conscience, d'une forme d'éveil, est d'être capable d'être entouré, ne pas aller les chercher, mais d'être capable d'être entouré dans la rue, dans le monde, de personnes ayant des égos et des histoires sans fin, car mon boulot n'est pas de les réveiller, elles, mais de me réveiller. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour leur parler de moi, donc je me baisse d'un cran par rapport à mon propre ego, mais d'être capable de les écouter et de parler d'eux, encore une fois, pour les libérer énergétiquement de leur lien toxique, de leur fantaisie. Ma présence les libère. Peu importe quand, sans aucun attendu résultat, peu importe pourquoi, on s'en fout du pourquoi. On arrête de se poser des questions. Dans l'ego, on ne peut voir l'autre qu'à partir d'une seule narrative, de mon histoire. D'accord ? Mais ça ne tient qu'à moi de libérer les autres, encore une fois, de l'histoire que j'ai d'eux-mêmes. Quand est-ce que j'ai une histoire des autres ? Quand est-ce que je me fais une histoire des autres ? L'histoire des autres que je me fais, c'est la somme de la perception, de ma façon de regarder l'autre à travers la perception, ma mémoire et mon histoire, sommée, qui interprète en interprétation de l'histoire de l'autre. C'est le bordel. Là, je ne suis plus face à une personne, je suis face à des masques, à des acteurs. Je suis face à des personnalités. Donc on arrête de s'attendre que l'autre nous accepte ou nous voit, car ça c'est l'ego en action. Lorsque je me dis, si l'autre il comprenait qui je suis, si l'autre pouvait me voir tel que je suis, mais c'est qui parle là ? C'est encore l'ego. C'est moi, c'est à moi de me voir, c'est à moi de savoir qui je suis, c'est à moi d'évoluer, c'est mon regard envers moi qui importe. Voilà, j'ai essayé de faire, c'est très synthétique. Je vous souhaite une bonne réflexion sur le sujet. On y reviendra bientôt sur une réunion plutôt en Zoom, un webinaire bientôt, pour pouvoir accéder aux questions-réponses et de tout un chacun, d'expériences personnelles à partager, parce que c'est là où on décrypte les informations et on dénoue
les nœuds si jamais il y en a. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.